Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va commencer à réaliser le back-end de notre site internet, c'est-à-dire l'application, le petit programme qui permet de générer les pages HTML et de les retourner à l'internaute. On va utiliser deux environnements, deux plateformes pour réaliser notre application. La première, c'est la plateforme Node.js qu'on a déjà utilisée par le passé. Et la deuxième, c'est un framework, c'est le framework Express.js qui nous permet de faciliter la création d'API ou de sites internet comme ce qu'on veut faire. Cette vidéo est la sixième partie d'une série où j'essaye de vous expliquer comment réaliser un site internet de A à Z. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on en est arrivé à cet épisode-là, vous pouvez mettre sur pause maintenant et regarder les vidéos précédentes, les épisodes précédents. Si vous êtes uniquement intéressé par Node.js, comment créer un back-end, Express.js, vous pouvez continuer à regarder. On va commencer tout de suite. C'est parti. Jusqu'à présent, nous avons réalisé nos pages internet entièrement à la main. C'est-à-dire qu'on se munissait d'un éditeur de texte, comme le mien, VS Code, et on écrivait tout le HTML à la main pour ensuite donner ce HTML au navigateur de l'internaute et lui envoyer directement cette page sans qu'il y ait aucune modification. On préparait exactement tout à la main. Pour afficher cette page dans le navigateur, pour nous l'afficher à nous ou pour potentiellement l'afficher aux internautes, on n'utilisait pas le système de fichiers comme celui-ci que j'ai sur Windows qui permet simplement de cliquer et de l'afficher parce que les navigateurs ont des sécurités internes qui bloquent l'exécution de certains scripts ou on voit ici qui bloquent même l'affichage de certaines images. On utilisait à la place un petit serveur web. Alors moi j'utilisais le paquet HTTP serveur qui me permettait en une ligne de commande de pouvoir générer un sorte de faux serveur web que j'associais à mon système de fichiers, celui-ci, pour que le navigateur reconnaisse un vrai serveur web et enlève ces limitations qu'on a vues avant avec le système de fichiers traditionnel où ça empêchait de charger les images, où ça empêchait de charger les scripts. Ce serveur de fichiers était similaire à un serveur de fichiers comme ce qu'on peut trouver conventionnellement comme Apache, comme Nginx, etc., qui permettait d'afficher la page correctement à l'écran, comme celle qu'on voit actuellement. La raison pour laquelle on l'a fait comme ça est parce que c'était très simple à mettre en place et qu'on pouvait facilement, en quelques clics, pouvoir voir le résultat. Lorsqu'on veut ajouter des pages à son site internet, ce qui est tout à fait normal parce que c'est rare d'avoir uniquement une page sur un site internet, lorsqu'on veut ajouter plusieurs pages, il peut être très vite pénible de revenir sur le code comme ce qu'on a fait maintenant et de créer chacune des pages manuellement de façon statique. Parce que ça veut dire que l'entête de nos pages, par exemple le logo qu'on a éventuellement, le nom de notre site, éventuellement des liens de navigation ou avec un menu, pareil en bas si on n'a jamais on a un pied de page, tous ces éléments qui sont potentiellement communs à toutes les pages, on aimerait bien que la page se génère automatiquement et que l'entête soit injectée automatiquement et que le pied de page soit injecté automatiquement. Ce qu'on aimerait aussi, c'est de façon un peu plus dynamique, pouvoir dire que la page d'accueil, par exemple, avec notre timeline, elle va afficher les 10 derniers posts que l'on a ajoutés à notre site internet. En gros, ce qu'on aimerait, c'est arrêter d'avoir des pages statiques, c'est-à-dire qu'on crée à la main et qu'on donne tel quel à l'utilisateur, mais qu'on commence à générer des pages dynamiques, c'est-à-dire qui sont réalisées à partir de plusieurs blocs et qui nous permettent d'ajouter des fonctionnalités selon certains critères. Comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, on va utiliser la plateforme Node.js. Node.js a la particularité de pouvoir exécuter des programmes JavaScript, c'est-à-dire le langage qui est utilisé à la fois sur le front-end. C'est-à-dire que pour nous, en tant que développeurs, on peut utiliser nos compétences de front-end, de JavaScript pour réaliser des programmes qui sont exécutés sur le serveur. Ça a aussi l'avantage de pouvoir accéder à un gestionnaire de paquets, NPM ou d'autres, comme on l'a fait par exemple dans l'épisode précédent où on a récupéré un compilateur de Sass pour régénérer du CSS. Concrètement, notre application va accepter en entrée des requêtes HTML qui seront envoyées par notre internaute sur notre serveur, c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va accéder à notre site internet avec son navigateur, il va demander à recevoir des pages internet. Ces requêtes-là vont être envoyées sur notre serveur et vont être envoyées à notre application Node qu'on va créer.
En retour de notre application, on va générer la réponse qui va contenir le contenu de la page qui sera ensuite envoyé à l'utilisateur et qui sera affiché dans le navigateur de l'utilisateur. Pour nous faciliter le travail et éviter de mettre les mains dans la création de requêtes HTTP, de voir quelles sont les requêtes qui sont mises, comprendre un petit peu la structure des requêtes HTTP, on va utiliser le framework Express. Express nous permet donc de faciliter la création d'applications qui acceptent en entrée des requêtes HTTP et qui retournent des requêtes HTTP pour le navigateur. Comme on l'a vu pour le passé, on va commencer par initialiser un projet, on va ajouter ce paquet Express et on va commencer à coder. Pour commencer, je vais retourner dans mon code, créer un répertoire API, et dans ce répertoire API, je ne vais plus utiliser HTTP Server, mais je vais utiliser Node. Je vais initialiser un projet, comme on a vu dans la vidéo précédente, npm init. Je ne vais pas rentrer dans les détails de le nom du projet, de la licence, etc. Donc je vais mettre Y pour accepter toutes les valeurs par défaut. Une fois que j'ai un projet, je vois ici qu'il y a un fichier package.json qui a été créé encore une fois. Je vais installer, alors j'ai installé en amont le Node.js, vous pouvez aussi le faire. Vous allez sur le site, si vous êtes sur Windows, vous prenez celui-ci. Si vous êtes sur un macOS ou sur Unix, il y a également des versions. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Ensuite, on va utiliser Express, qui est ici. npm install Express. Une fois installé, on peut voir qu'il y a un répertoire Node module qui a été ajouté à notre répertoire API dans lequel j'ai installé le Express. Et dans le fichier package.json, on voit qu'il y a une dépendance qui a été rajoutée. Et cette dépendance, c'est le paquet qu'on vient d'installer, Express. Et plus exactement, c'est la version 4.17.1 qui a été installée. Une fois qu'on a installé ça, on peut commencer à créer une application qui utilise Node.js et qui utilise donc ce framework. Je vais l'appeler index.js. Et pour commencer, on va importer le paquet Express à notre application. On va lui dire Express égale require Express. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça importe le paquet Express. Pour éviter que mon navigateur me mette des erreurs, je vais aussi lui dire que l'environnement que j'utilise, c'est Node avec les fonctionnalités ES6. Si vous ne comprenez pas ce que c'est pas très grave, mais ça permet que mon navigateur évite de me donner des erreurs. Ensuite, ce paquet Express, on va pouvoir l'utiliser pour créer une application qui soit basée sur ce framework Express. Pour créer une application, on va dire app égale, et on va utiliser ce qu'on vient d'importer pour l'exécuter et pour générer une nouvelle application Express. Ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une application Express. Cette application Express, je peux maintenant l'utiliser. Pour l'utiliser, on utilise ce qu'on appelle des routes. C'est-à-dire que dans notre site internet, si on voit ici, cette page-là a une adresse. Cette adresse, on ne la voit pas, mais c'est slash avec rien. C'est-à-dire que c'est la page d'accueil, c'est-à-dire que c'est l'emplacement racine du site internet. Mais on pourrait très bien aller sur d'autres pages. Par exemple, ici, si on est sur Node, on voit que l'emplacement, c'est /en. Et si on va, par exemple, sur télécharger, on voit que c'est en/download. Toutes ces adresses, on appelle ça des routes dans le jargon Express. Nous, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va créer uniquement une seule route. Et cette route coïncidera à la page d'accueil, c'est-à-dire l'adresse où il n'y a rien. Il y a juste le / après l'adresse. Pour faire ça, on va lui dire l'application que je viens de créer. Get, dans HTTP, on a 4 façons de récupérer des ressources sur un serveur distant. Lorsqu'on récupère une page internet, ce qu'on ne voit pas, ce que l'utilisateur ne voit pas, mais ce qui se passe derrière, c'est qu'on utilise une méthode, comme ça qu'on appelle ça, get. Il y a 4 méthodes, post, put, delete et get. Il y en a aussi des secondaires comme options, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Les 4 principales, c'est donc get pour récupérer des informations, post pour donner des informations, put pour remplacer une information par une autre et delete pour supprimer une ressource
Ici, il va utiliser get, qui est la méthode commune utilisée chaque fois qu'on récupère une page internet. On peut voir cette méthode get et cette requête, cette méthode qui est utilisée lorsqu'on regarde dans les outils de développement du navigateur. Ici, si je rafraîchis la page, ce que je vais faire, on voit qu'il y a une méthode get qui a été passée. Alors là, ça ne marche plus parce que j'ai enlevé mon HTTP serveur que je vais remettre pour qu'on revoie. Je vais recommencer. Et on voit qu'ici, il y a une méthode qui est utilisée, c'est la méthode get. Et la get, elle a cherché quoi? Et c'est notre route, c'est l'emplacement, juste slash, c'est-à-dire qui correspond à la racine du site. Ce get-là, on va l'utiliser donc pour dire dans Express que écoute lorsque tu reçois des requêtes de type get et à quelle adresse, et on va lui dire à l'adresse, à la racine, d'où le slash. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner un callback. Et là, encore une fois, je fais une parenthèse parce qu'on va parler de choses qui sont parfois synchrones, parfois asynchrones. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les callbacks, la programmation asynchrone, etc., j'ai fait une vidéo différente. Mettez sur pause maintenant et faites-vous plaisir, regardez cette vidéo et revenez après parce que c'est vraiment la base et ça vous permettra de comprendre tout bien correctement. Donc, parenthèse finie, ce qu'on va faire ici, c'est donc une application qui va écouter les requêtes rentrantes, qui va écouter uniquement les requêtes de type get, uniquement ici à cette route-là. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il voit une requête qui correspond à tous ces critères-là? On va lui donner une réponse, c'est-à-dire un callback. Et dans ce callback, il y a deux paramètres que Express nous donne et que nous, on va utiliser pour comprendre la requête ou pour générer la réponse. La première, on l'appelle ça REQ, request, requête. Et la deuxième, c'est RES. Alors, on aurait pu utiliser d'autres noms de paramètres. On va utiliser ces noms-là parce que c'est les noms utilisés dans la documentation et les noms qui sont utilisés sur Internet. Donc, on va utiliser la même chose. Response, donc la réponse. Et on va lui mettre une fonction. Cette fonction qui est exécutée là, ce callback, c'est ce que nous, on va réaliser comme opération avant que Express, avant que notre application retourne la réponse à l'internaute. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va utiliser la réponse. Et la réponse, on peut aller sur le site ici de Express. Vous pouvez aller voir les références. Vous pouvez aller voir ici dans Get tout ce qui est fait. Il nous donne un exemple. Il nous donne toutes les informations et toutes les propriétés, toutes les fonctions qui sont données dans Express. Pareil dans Response, ils nous disent par exemple qu'on va utiliser Send, mais on peut voir aussi les propriétés des entêtes, etc., etc. On va en voir quelques-unes, mais vous pouvez aller voir dans la documentation comme toujours. De toute façon, il faut toujours lire la documentation. Moi, ce que je fais, c'est que je lis juste la documentation pour vous, pour après vous l'expliquer, mais finalement, ça reviendrait au même si vous la lisiez directement. Bref, je vais utiliser ce paramètre response, donc cette réponse, et je vais lui dire send, envoie, et là, comme on fait traditionnellement, on va dire hello world. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une dernière chose, c'est lui dire que l'application écoute, commence à écouter, écoute où? À un port particulier. Alors en informatique, lorsqu'on accède à une machine, que ce soit votre machine à vous ou un serveur, qui est ni plus ni moins qu'un ordinateur comme le vôtre, pour accéder à un serveur, on a besoin de deux informations. On a besoin de l'adresse IP, c'est-à-dire où se situe le serveur, et on a besoin du port, c'est-à-dire par quelle porte, si on veut rentrer dans l'ordinateur. Le port utilisé pour le web, pour HTTP, c'est le port 80. Pour le port pour HTTPS, c'est 443. Ici, on va donner un port particulier qui n'est pas utilisé dans mes autres applications et dans mes autres développements. Et ce port-là, on va par exemple mettre port 6300 de façon totalement arbitraire. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser ensuite. Donc on écoute sur ce port-là. À l'adresse, ce sera l'adresse locale, localhost. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le serveur démarre? Encore une fois, il y a un callback et on va afficher dans la console un texte et on va lui dire serveur démarrer. Et on va mettre l'adresse localhost. Alors si on ne met pas de port, comme je vous ai dit, c'est port par défaut 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS. Ici, on va dire le port qu'on va mettre, c'est-à-dire celui-ci.
Et on va mettre un template string, c'est-à-dire un texte qui permet d'inclure des variables. Voilà, j'ai le port qui va bien. Et donc, l'application, elle écoute sur ce port-là, et une fois que l'application est démarrée, il va exécuter mon callback, c'est-à-dire, il va afficher à l'écran serveur démarré avec l'adresse qui va bien. On va exécuter déjà ce programme et voir le résultat. Pour exécuter le programme, je reviens dans ma console, j'arrête mon HTTP serveur, et cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je fais node, le nom de mon fichier, index.js, et on est parti. Le serveur a démarré, c'est-à-dire que j'ai maintenant une application qui tourne en fond, en tâche de fond sur mon ordinateur, et qui écoute au port 6300, et on va les tester tout de suite dans le navigateur. Je mets l'adresse qui va bien, je mets entrée, et la réponse que j'ai, c'est donc Hello World. Encore une fois, on peut utiliser les outils de développement et voir dans Network ce qui se passe. Alors, il y a deux requêtes. La deuxième, c'est parce qu'il cherche toujours le five icon, c'est-à-dire l'icône qui est ici en haut, qui permet de s'afficher pour l'utilisateur. L'icône de favori, voilà, je cherchais le mot. Et la première requête, c'est celle qui nous intéresse, c'est donc get ici. Et get à quelle adresse? À l'adresse racine, d'où le fait que notre application, elle est reconnue, elle est répondue. Et en retour, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu Hello World, tout simplement. Donc pour le moment, tout fonctionne. Super. On va retourner maintenant dans notre application et on va arrêter d'utiliser Hello World parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on va retourner la page HTML qu'on a développée jusque maintenant pour qu'on ait le même résultat finalement que lorsqu'on utilisait HTTP Server avec notre serveur web, mais cette fois-ci, on va la générer dynamiquement. On va donc enlever ce texte-là parce qu'on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page différente et on va l'importer ici. Et cette page, on va l'appeler générer page accueil. Et on va lui dire, on va la créer dans un autre document et on va l'importer ici. On va lui dire page index.get.js. Cette page-là, je vais aller la créer dans un répertoire qui s'appelle page pour qu'on commence à organiser un petit peu notre code. Voilà, elle est là-dedans. Je vais mettre du code ici, on va le remplir dans un instant. On va commencer par finir ici. Et là, on va dire donc importer la logique de la page d'accueil. Je vais mettre le commentaire ici parce que j'ai oublié de le mettre. Écoutez la méthode get et la route. Voilà. Et ici, je vais mettre démarrer le serveur et écouter un port donné. Voilà, comme ça, si on revient dessus plus tard, ou si pour vous ce sera plus simple lorsque je vais vous mettre à disposition le code. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que la logique qu'on a mis maintenant dans une page différente, on va l'ajouter ici. Et encore une fois, ce sera une méthode asynchrone parce qu'on va faire des opérations. Le retour des opérations, il ne sera pas instantané, ça va mettre un certain temps. Donc on va tout de suite dire que cette fonction, elle est asynchrone. Et ensuite, on va lui dire que notre page index HTML, on va attendre le résultat, on va générer cette page, cette fonction, on va la créer, c'est celle qui va aller là-dedans, mais pour le moment, on va faire comme si il se passait quelque chose et ça va nous retourner le contenu de notre page HTML, c'est-à-dire ça, en gros, on veut que ça nous retourne tout ça. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, la logique qui aurait été faite, on va faire tout pareil, response, send, et on va pas juste mettre Hello World comme on a fait avant, mais on va mettre cette fois-ci réellement le code HTML. Ok, pour le moment, on ne peut pas l'exécuter parce qu'il ne se passe rien. Mais ce qu'on peut faire, c'est venir sur ce code-là. Et sur ce code-là, vu qu'on crée un module, c'est ce qu'on appelle, qui permet d'être importé dans un autre document, on va devoir utiliser la logique de Node. Et la logique de Node, c'est module.export. Alors ça, c'est comme ça, il faut la prendre telle quelle. Et on va lui dire, comme on l'a dit avant, que c'est une opération asynchrone, donc une fonction asynchrone avec le mot-clé async. Et là-dedans, on va faire quelque chose, donc on va faire une opération. Et cette opération, c'est récupérer
le contenu du fichier HTML, index.html, et retourner la page HTML. Donc concrètement, ce qu'on doit faire, c'est aller lire le fichier qui se trouve sur notre disque dur et aller le retourner. Et ensuite, une fois qu'il sera retourné, notre application, à travers Express, va le retourner à l'utilisateur comme il retournait avant Hello World. Pour lire un document, comme ce qu'on a fait dans l'épisode précédent avec SAS, où on a allé lire le contenu d'un fichier, ici pareil, on peut utiliser les fonctions qui sont utilisées, qui sont déjà définies dans Node, qui s'appelle read file, dans le paquet qui s'appelle fs, file system, require fs. Et ce qu'on faisait jusque maintenant, c'est que, étant donné que cette opération readFile, elle était synchrone, et le fait que ce soit synchrone, ça bloque notre application. Ce que je vous ai pas dit, et ce qu'on n'a pas encore fait, et ce qu'on fera probablement jamais, mais ce que vous devrez probablement faire, c'est comprendre le fonctionnement de Node. Alors, je fais juste une parenthèse là, mais peut-être que vous devriez aller lire un petit peu et vous documenter. C'est que le fonctionnement de Node est que, comme un navigateur, il y a uniquement, on va dire, un processus d'exécution. C'est-à-dire que toutes les opérations sont exécutées les unes après les autres, mais il ne peut pas y avoir deux opérations en parallèle. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est qu'il y ait une opération dans notre application qui se déroule, qui mette beaucoup de temps et qui bloque l'exécution du reste de nos programmes. D'où la nécessité et d'où l'importance de réaliser toujours des opérations asynchrones et pas synchrones. Concrètement ici, si on lit un fichier et que ça met longtemps, alors quand on dit longtemps, c'est quelques millisecondes, mais s'il y a plein de requêtes parce que vous avez 10 utilisateurs ou 1 million d'utilisateurs, si l'autre application, elle est bloquée en train d'attendre le résultat d'une opération, elle ne va pas pouvoir faire quelque chose d'autre en même temps. Alors que si on utilise des opérations asynchrones, imaginons que là, on va utiliser l'opération asynchrone qui permet de récupérer un fichier. L'application, l'ordinateur, le serveur va commencer à récupérer le fichier, sait qu'il va attendre la réponse, et lorsqu'il attend la réponse, il peut commencer à traiter une autre requête et faire autre chose. Donc il va commencer à répondre à plusieurs requêtes en parallèle et exécuter plusieurs choses. Alors c'est pas exactement en parallèle, c'est plutôt, il commencera à exécuter certaines choses parce qu'il est en train d'attendre la réponse ailleurs. Et lorsqu'il aura à nouveau un moment et que la réponse elle sera disponible, il va retourner sur la première opération et il va continuer. D'où l'intérêt de toujours privilégier les opérations asynchrones et éviter les opérations synchrones. Donc on ne va pas utiliser la fonction readFile sync qui est asynchrone, mais on va utiliser la fonction readFile tout court. Et cette fonction readFile, elle fonctionne comment? Elle fonctionne, le premier paramètre, c'est le lien. Donc moi, je suis sur Windows, donc ce sera c:// etc. avec mon lien. Ensuite, on a un certain nombre d'options, par exemple comme l'encodage, ou l'encodage, on va dire que c'est du UTF-8. Et comme d'habitude, on aura un callback, et dans ce callback, on aura toujours le premier paramètre qui est l'erreur, c'est vite, il n'y a pas d'erreur, sinon il y a quelque chose avec le contenu de l'erreur, et ensuite on aura le contenu du fichier. Et ce contenu du fichier, on peut ensuite l'utiliser. Ce qu'on faisait nous, c'est qu'on utilisait une promise ici, etc. Et on transformait cette fonction avec un callback dans une fonction avec promise pour pouvoir l'utiliser de façon plus facilement avec async await, etc. Ce qu'on peut faire aussi, et ce qu'on n'a pas encore utilisé, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser la fonction intégrée dans Node, qui s'appelle Promisify, je crois. Et cette fonction, elle est disponible dans le paquet, et je vais regarder mes notes un instant pour voir dans quel paquet, utile, donc utilitaire. Et c'est bien Promisify, c'est bien ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette fonctionnalité, cette fonction qui est intégrée dans Node pour convertir notre méthode readFile qui utilise un callback dans une fonction directement qui utilise entièrement asynchrone et qui utilise async await. Et on va lui dire readFile async, on va l'appeler, et ça, on va lui dire que c'est Promisify. Donc c'est intégré dans une promise, comme on l'aurait fait manuellement, comme on l'a fait avant dans l'épisode précédent, et c'est readFile.
Et cette fonction asynchrone, on peut l'utiliser directement de façon très facile et lui dire, alors je vais enlever ça, récupérer le contenu du fichier, const contenu égale await, parce que étant donné que c'est une promise, on peut le await. On va lui dire read file async. Ici, je vais mettre le lien qui va bien, je vais aller le chercher dans un instant. Et ensuite, on va mettre les mêmes options que j'ai vues avant, c'est-à-dire encoding UTF-8. Voilà. On pourrait même sortir les options, ce qu'on va faire, et on va mettre read option, les mettre là et le remplacer pour que si on utilise read file plusieurs fois, on n'ait pas besoin de remettre toutes les options. Une fois qu'on a ce contenu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement le retourner à notre application. Ok, je vais aller chercher le lien qui va bien pour pouvoir voir où se situe ma page index. Elle est ici. Je vais remplacer ça par des slash et je vais lui dire que c'est index.html. Ok, encore une fois, je vais changer ça et je vais mettre index URL. Index URL. Et normalement, si j'ai bien travaillé, ça devrait fonctionner. Alors la raison, encore une fois, pour laquelle mon navigateur il n'est pas content, c'est parce que j'ai ESLint et voilà, j'ai rajouté ça et puis tout va bien. On va tester ça, on va relancer notre programme et voir si ça fonctionne. On l'arrête. Pour l'arrêter, c'est CTRL-C. Alors moi, je suis dans l'invite de commande, mais c'est pareil sur Unix. Et on va le relancer. Le serveur est démarré. Je vais reprendre l'adresse, même si elle est déjà ici, et je vais rafraîchir. Alors là, il se passe quelque chose de surprenant, mais qui est totalement normal et qu'on va voir dans un instant. C'est que la page est correctement retournée. On voit ici que la première requête, la réponse qui nous est envoyée, c'est correctement tout le code HTML. Mais ce qui est affiché à l'écran, c'est uniquement le texte. Parce qu'on voit ici que notre feuille de style et toutes les images, elles retournent 404, c'est-à-dire que la page n'existe pas. Et la raison pour laquelle elle n'existe pas est simple, c'est parce que dans notre code, si on retourne dans notre application, on a mis uniquement une route, c'est-à-dire que notre application, notre serveur, il répond uniquement lorsque la requête, elle est pour la page d'accueil et uniquement pour la page d'accueil. C'est-à-dire que quand il reçoit une requête GET pour global.css qui contient notre feuille de style ou vers toutes les images qui sont censées s'afficher, il ne les connaît pas, ces routes-là, parce qu'on ne les a pas ajoutées. Donc, il retourne 404, et étant donné qu'il reçoit 404, il ne peut pas y avoir de feuille de style et il ne peut pas y avoir d'image, d'où le fait qu'il y a uniquement notre texte. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner, on va ajouter des routes supplémentaires et on va ajouter à notre application le fait que lorsque des requêtes sont entrantes, lorsqu'il y a des requêtes qui sont, et là on voit que c'est pour images dans un répertoire qui s'appelle images, et ici on voit que c'est pour un répertoire qui s'appelle style, c'est-à-dire que quand on a des requêtes entrantes vers nos ressources statiques plus ou moins, alors ça peut être des images, ça peut être des strips, ça peut être des feuilles de style, etc., on va lui dire, retourne les fichiers qui sont alors dans style ou alors qui sont dans image, et ça retourne toutes les images. On va rajouter ça à notre application et ça devrait fonctionner mieux. On va retourner dans le code et on va rajouter ici des routes et on va lui dire la route retourne les images et on veut aussi retourner les styles. Alors avant qu'on mette ce code-là, j'aimerais quand même vous donner un petit message d'avertissement, c'est que normalement, on n'utilise pas Node pour retourner des ressources statiques, comme des images, ou comme des scripts, ou comme des feuilles de style. Normalement, Node est défini, et on le verra dans des vidéos plus loin, mais je veux quand même en dire un mot maintenant. On utilise un serveur web qui est devant, comme Apache, comme Nginx, et toutes les ressources statiques, comme les images, elles sont traitées par le serveur web et elles sont retournées. Normalement, les images, elles n'arrivent pas jusqu'à notre application, parce que notre application, c'est pour générer des choses dynamiques. Normalement, c'est pour générer les pages HTML. Et pour plein d'autres raisons, et je ne veux pas forcément rentrer dans les détails maintenant, on ne veut pas donner
la tâche de retourner des fichiers statiques à notre application Node. On va quand même le faire là, même si on va le changer dans les vidéos suivantes, parce qu'on veut que ça fonctionne et on veut voir le résultat, mais sachez que ce n'est pas quelque chose qu'on fait normalement et que on ne devrait pas le faire. Alors là, ce qu'on peut faire, et encore une fois, on peut aller voir la doc, il l'explique, on peut même aller vite le récupérer. On ne veut pas faire Hello World, on ne veut pas faire tout ça. Basic Routing, on l'a fait aussi. Servir, voilà, c'est ici. Et là, il nous dit que pour répondre, alors lui, il prend l'exemple, comme nous, des images, des feuilles de style, des scripts, etc. Et il peut nous dire que lorsqu'on veut, alors il a mis un répertoire statique dans la documentation, on peut utiliser une fonction qui est utilisée déjà dans Express, qui s'appelle static, et lui dire que static, ça correspond à ce répertoire-là. Concrètement, si je vais utiliser ça, et vous allez voir, vous allez comprendre dans un instant, et on va lui dire cette fois-ci plus app-get, mais app-use. App-use, la différence, c'est que app-get, c'est uniquement quand c'est exactement ce chemin-là. App-use, c'est dans les cas où l'adresse, elle commence par ce répertoire-là. Ici, le répertoire que nous, on veut, c'est le répertoire style, parce que si on va voir que notre feuille de style CSS, elle est dans le style, et nos images, elles sont dans images au pluriel. Donc on va en avoir deux. On va avoir style et image. Et on veut quoi? Quand il y a style, bah, ça retourne ce qu'il y a dans notre répertoire style. Donc on va lui dire express statique. Express étant le paquet qu'on a importé tout initialement. Et ici, on ne va pas l'appeler public, mais encore une fois, je suis sur Windows, donc on va dire c2.slash. On va utiliser la même chose qu'ici. Et on va lui dire que c'est code blog. Et ensuite, c'est style. Pareil pour en dessous, où c'est image. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on dit que les styles, lorsqu'il y a des requêtes qui sont pour le répertoire style, c'est-à-dire lorsque ici c'est comme cette requête-là, alors pour l'ouvrir, voilà, cette requête-là, local style global, c'est-à-dire que le fichier global CSS, il se trouve dans le répertoire style, pareil pour les images, on veut qu'il y ait une correspondance avec mon répertoire en local, c'est-à-dire celui-ci. Celui-ci qui contient tous les styles, en l'occurrence le global.css. Pareil pour les images, on veut qu'il y ait une correspondance avec les images. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute ici et on va dire écoute les requêtes du répertoire style. Alors ça peut être n'importe quoi. Et associe les au répertoire données. Et là, ça va bien. Encore une fois, on va arrêter le serveur, le relancer, et normalement, on devrait avoir notre page qui fonctionne très bien. On retourne sur notre page, on rafraîchit. C'est pas la bonne, c'est 6300. Voilà, ça va bien. Et là, on voit, contrairement à avant où on avait des pages 404, on voit que cette fois-ci, on a une page de 100 et pour les images, on a réellement une image qui est retournée. Donc ici, on peut retourner finalement à la situation initiale lorsqu'on utilisait notre serveur web allégé HTTP serveur. La seule différence, c'est que maintenant, on utilise Node, on utilise Express, qu'on génère les pages dynamiquement. Et ce que ça nous permet donc d'ajouter des fonctionnalités, ce qu'on va faire maintenant, des choses un petit peu plus intéressantes. Ça va nous permettre, comme on a vu, de pouvoir générer les pages en injectant l'entête, le pied de page, de pouvoir générer notre page d'accueil avec les X derniers articles pour éviter d'avoir à le faire à la main. Tout ça et plein d'autres choses qu'on va pouvoir faire dans les prochaines vidéos. C'est une bonne base maintenant qu'on peut utiliser et ce qui nous permet donc de créer une application qui accepte des réponses, des requêtes et qui retourne des réponses qui sont aussi des requêtes à l'internaute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.